Salut à tous, j'espère que vous allez bien depuis le précédent podcast. Voilà, il s'est passé quelques jours depuis la mise en ligne. J'ai eu quelques retours de votre côté, donc voilà, apparemment ça a bien plu, donc je suis assez content. J'étais pas mal en pression, je me suis rendu compte que l'enregistrement était beaucoup trop bas, donc je vais essayer de faire les choses différemment là pour ce second podcast. Voilà, j'espère que ça ira et je vais me débrouiller pour avoir un son correct, parce que même moi quand je l'écoutais je n'entendais strictement rien, ce qui est assez embêtant. Pour ce deuxième podcast, on va s'attaquer à un gros paquet. Donc, on va commencer sur mon enfance, en fait, la période qui couvre de ma naissance à mes 10 ans à peu près. Avant de commencer le podcast, je voulais faire un avertissement. Dans ce podcast, on va parler de sujets quand même qui sont en lien avec des choses autour de l'inceste, autour de la violence physique, psychologique. Donc, si vous êtes sensible à ces sujets, je vous déconseille l'écoute de ce podcast et puis on se retrouvera pour un prochain podcast. Et puis sinon les autres, c'est parti. On va aller vraiment dans le vif du sujet. Donc je leur dirai par la suite, mais là ça va vraiment être une description des faits concrètement, tout ce que j'ai vécu enfant. Je vais quasiment pas rentrer dans l'analyse parce que là c'est vraiment en fait la suite de l'introduction vraiment où je vais énoncer les faits et puis dans un second temps on attaquera sur tout ce que ça a déclenché chez moi et on sera beaucoup plus dans l'analyse, mais dans un second temps, pas dans ce podcast. Le prochain podcast qui aura lieu sera sur mon adolescence et puis après on commencera à creuser. Donc je vous souhaite une bonne écoute et puis c'est parti. Donc ce podcast est assez difficile pour moi parce que je vais aborder des sujets très durs qui m'ont quand même pas mal traumatisé, dont je souffre encore aujourd'hui. Ça va mieux, mais ça reste quand même des problématiques que j'ai subies compliquées. Faut savoir que tout ce qu'on vit dans l'enfance, même par rapport aux premières heures de vie, le premier contact avec sa mère, va définir vraiment tout ce qu'on sera par la suite. Donc tout ce que chacun de nous vit en tant qu'adulte est en lien avec ce qu'il a vécu en tant qu'enfant, et même ce qu'on a vécu en tant qu'enfant va nous définir en tant qu'adulte. Ça, c'est vraiment important de comprendre ça. Il n'y a pas de fumée sans feu, et il y a vraiment un lien de cause à effet qui est très très clair. Donc pour vous resituer tout ça, moi je suis le deuxième d'une famille de 4, donc j'ai une grande sœur qui est née avant moi, donc et moi je suis arrivé en deuxième. En fait, ma sœur est née avec un handicap mental. Ce qui s'est passé, c'est que ma mère a eu des soucis durant la grossesse. De ce que j'en sais et de ce qu'elle me disait, sa paroi utérine était trop étroite, ce qui fait que la tête de ma sœur a appuyé sur la paroi utérine de ma mère et que ça a eu pour conséquence que le cerveau se développe pas correctement. Donc elle est née prématurée, elle est née à 7 mois, mais ce qui maintenant ne paraît plus grand chose, mais à l'époque, donc il y a plus de 40 ans, était quand même très grave. Elle a vraiment failli rester à la naissance. Elle est née avec une épilepsie très forte. Pour ceux qui savent pas ce qu'est l'épilepsie, c'est en fait des pertes de connaissance avec des convulsions qui peuvent avoir des conséquences graves pour un enfant, parce qu'en gros ils peuvent avaler leur langue et ils peuvent en mourir quoi. Elle est née avec un retard intellectuel aussi, comme moi je qualifie de léger moyen, et surtout des troubles psy assez présents et qui se manifesteront quand elle sera plus grande en fait, donc avec des troubles du comportement, une personnalité quand même très manipulatrice et voilà, et d'autres. Moi je suis arrivé en fait en deuxième 4 ans après. Ma mère s'était fait opérer entre temps. Il faut savoir que en fait les médecins avaient dit à ma mère que en gros il n'y avait pas la place pour ma sœur, mais ils lui avaient dit que ça passerait, et en fait c'est pas passé du tout. Et oui, ce que j'ai pas dit, c'est que donc suite à la naissance de ma sœur a quand même passé 1 an en couveuse, donc mes parents ont pu la récupérer hors de l'hôpital au bout d'1 an. Ça c'est important aussi à tenir compte. Donc moi j'arrive 4 ans après, j'étais l'enfant vraiment en réparation. Ma mère me le répétait assez souvent et j'avais pas tout de suite compris. J'ai mis du temps à comprendre pourquoi elle me répétait tout le temps ça, mais j'étais son premier vrai enfant en fait. Il y a vraiment eu un truc par rapport à ma sœur où elle a pas pu investir la relation avec elle. Elle l'a clairement rejeté, mais bon, ça c'est l'histoire de chacun, et donc je suis arrivé après. Je vous recommande d'ailleurs pour tous ceux qui seraient concernés par cette situation avec un frère et une sœur
handicapés, je vous recommande la lecture du livre L'enfant insuffisamment bon de Catherine Fustier, me semble-t-il, qui est très intéressant et qui explique très bien tout ça. Donc moi j'arrive, je suis le bon enfant et je suis vraiment le premier bébé avec qui ça se passe normalement et avec qui ma mère a l'impression d'être mère pour la première fois. Alors il faut savoir que je suis quand même né avec ce qu'on peut appeler un handicap. Moi je suis né avec une luette bifide, c'est-à-dire 2 luettes. Donc pour ceux qui savent pas ce qu'est la luette, vous ouvrez votre bouche, vous regardez au fond, il y a un truc qui pend, la luette c'est ça. Moi j'en avais 2 en fait, ce qui a entraîné vraiment des troubles du langage longtemps. Et puis cette voix particulière que j'ai. Il faut savoir que c'est un truc qui s'opère tout de suite, mais mes parents n'ont pas fait de lien de cause à effet avec mes difficultés à l'école, et en gros j'ai été opéré à 8 ans parce qu'une fois j'ai été chez un ORL, parce que suite à ça j'avais beaucoup de problèmes ORL, qui m'a ouvert la bouche et qui a dit à ma mère non mais là c'est pas possible, faut l'opérer en fait quoi. Donc j'ai été opéré à 8 ans. Cette luette bifide aura des conséquences non seulement sur ma scolarité mais aussi sur ma vie personnelle. Ça a été aussi un truc qui m'a mis en colère parce que je me suis dit que mes parents auraient fait ce qu'il fallait, il y aurait eu ça en moins en fait quoi, par rapport à toutes les conséquences que ça aura. Et, ma mère m'emmenait continuellement chez le médecin parce que j'avais des rhumes, des machins, et dès que j'avais un pet de travers elle m'envoyait chez le médecin, mais elle n'a pas été foutue de m'ouvrir la bouche pour comprendre qu'il y avait un souci quoi. Pour la suite, donc comme pour tout le monde, j'ai aucun souvenir de mes premières années de vie. C'est assez frustrant d'ailleurs parce que j'aurais bien voulu savoir comment mes parents et ma mère notamment avaient été avec moi, le contact avec la mère et l'enfant, où la figure d'attachement est hyper important, et ça m'aurait peut-être donné aussi des clés. J'ai ce pan de ma vie dont je ne me souviens pas, mais ce qui est normal, et finalement ça manque parce que mes parents m'ont très peu parlé finalement de cette période, si ce n'est ma mère qui me disait qu'elle était hyper heureuse de m'avoir. J'en ai pas su plus. Je pense que mon père s'occupait pas trop de moi enfant, mais comme beaucoup de pères à l'époque, les choses ont bien changé, mais à l'époque ça se faisait pas trop, et donc du coup je reste un peu dans ce flou artistique, mais bon, faut l'accepter, faut faire avec quoi. Vraiment le premier souvenir moi que j'ai mes parents, c'est mon père qui hurle en fait, c'est vraiment même pas de mes parents mais de mon père. J'étais tout petit, je devais avoir à peine 5 ans, et le premier souvenir que j'ai c'est mon père qui hurle. Donc j'ai grandi vraiment dans ce climat là, avec beaucoup de tension, beaucoup de cris, beaucoup de violence verbale, et c'est vraiment le premier souvenir que j'en ai quoi. C'est ce que je dis à chaque fois, le premier souvenir que j'ai de mon père, c'est ça. Les choses ont vraiment commencé à devenir compliquées pour moi quand je suis rentré au CP. J'avais ces troubles du langage en fait qui étaient avérés, et j'étais difficilement compréhensible d'après ce qu'on me disait, et donc j'ai été mis à l'époque dans une CP qu'on disait d'adaptation. Donc en gros c'était une petite classe pour les gamins qui galéraient ou qui avaient un retard ou qui avaient des troubles d'apprentissage. Moi j'avais pas de problème mentaux du tout, d'apprentissage, c'est juste que je parlais pas en fait, je parlais super mal, mais vraiment à cause d'une déformation mécanique en fait, c'était purement mécanique dans mon cas. C'est vrai que le fait d'avoir été mis dans cette CP d'adaptation, ça m'a mis déjà dès le départ en marge. Vraiment, j'ai vraiment ce sentiment que j'étais pas comme tout le monde dès le départ en fait, dès le début de la scolarité. Il faut savoir que j'ai fait mon CP jusqu'à la 4e dans la même école, donc école et collège, et ça m'a poursuivi. Vraiment les gamins se foutaient de ma gueule quand j'étais plus grand parce que j'étais le gamin qui parlait mal en fait. En dehors de ça, dans cette CP d'adaptation, moi je me sentais pas spécialement mal. J'ai des souvenirs relativement heureux, je me sentais pas plus angoissé que ça. Ce qui était très compliqué pour moi, c'était les temps après la classe où je me retrouvais à devoir attendre ma mère, que ma mère vienne me chercher, et là j'ai vraiment commencé à sentir les angoisses de séparation en fait, et vraiment cette dépendance à ma mère, et c'était très très compliqué pour moi de pas être dans un moment structuré, un moment un peu libre où il fallait que je me gère un peu tout seul, parce qu'il fallait que je joue tout seul avec mes copains, machin truc, et là il y avait vraiment cette grosse difficulté d'exister vraiment sans ma mère. Ça a vraiment commencé à ce moment-là. Plus tard, vers l'âge de 6-7 ans, je me souviens que, non, même un peu plus tard, je devais attendre ma mère parce que pareil, elle pouvait pas entendre, j'habitais à 200 mètres de l'école en ligne droite, elle voulait pas que je rentre seul, et en fait je me retrouvais à la fin de l'école à attendre dans la cour que ma mère arrive. Ça durait 30-45 minutes et j'étais dans un état d'angoisse pas possible. J'étais seul face à moi-même dans ces moments-là, et à l'époque je ne pouvais pas exister sans ma mère. Vraiment, c'était pas possible, on était une seule et même personne. Ça, j'y reviendrai dans un futur podcast, mais exister pour moi était très compliqué pendant très longtemps, jusqu'à il y a peu en fait quoi. Mes parents n'ayant toujours pas fait la démarche à l'époque pour me faire opérer, parce qu'ils n'avaient pas compris qu'il y avait un problème mécanique, je m'étais envoyé chez une orthophoniste qui était pas loin de chez moi, qui s'appelait Joy. J'en ai fait un tableau pour les plus curieux, vous irez voir sur mon site, et même sur mon Instagram, je crois que je l'ai mis. Et donc j'ai eu un suivi orthophoniste pendant pas mal de temps, au moins 1 an de mémoire.
mémoire. Donc j'allais chez cet orthophoniste et ce qui se passe, c'est que en fait, elle me faisait ma séance d'orthophonie et ça se finissait quasiment à chaque fois, de mémoire même à chaque fois, par des massages en fait. C'est-à-dire qu'elle me foutait torse nu ou en slip, elle me foutait de l'huile sur le corps et elle me massait. Et moi, ça me mettait en fait super mal, quoi. Vraiment, ça m'angoissait, mais je me disais, j'étais petit en plus. Je me disais, c'est normal, en fait, c'est un truc normal. Voilà, j'en avais parlé à ma mère qui semblait pas plus affolée que ça, donc ça a duré comme ça pendant un moment, et en fait en reparlant, mais ça j'ai compris ça récemment en fait, mais en reparlant avec ma thérapeute il y a quelques temps, elle m'a dit que c'était clairement pas du tout adapté en fait, quoi. Une orthophoniste avait absolument pas à faire ça. Moi ça m'angoissait et ça me mettait très mal, donc c'était pas du tout adapté. J'ai gardé des séquelles de ça parce que j'y reviendrai plus tard aussi, mais on va dire que ça se traduisait que dès que j'entendais une musique de relaxation, je me mettais à me taper des crises d'angoisse en fait, ça me mettait pas bien du tout, quoi, par la suite. En plus de tout ça, en fait, il n'y avait pas que l'orthophoniste qui avait des comportements complètement inadaptés avec moi. Il faut savoir que j'ai vraiment grandi dans un cercle familial où il y avait un climat incestueux qui était omniprésent, en fait. Vraiment, tout ça partait de ma mère. Réellement, c'était des comportements qui n'étaient pas du tout adaptés. Alors, il n'y a pas eu de viol à proprement parler, en fait. Même il n'y a pas eu de viol du tout, mais disons que, voilà, pour vous donner des exemples, je me souviens, alors j'étais petit, comme beaucoup de garçons ou beaucoup de filles, on ressent les premiers émois très enfants et c'est généralement ciblé vers le parent du sexe opposé. Ça, c'est le Freud l'expliquerait très bien. Et moi, je me souviens du coup que j'étais vraiment petit, je devais avoir 5-6 ans. Je me revois sur les genoux de ma mère. Je me souviens que j'ai ressenti ma première érection à ce moment-là. Et en fait, ma mère s'en est rendue compte et a laissé faire, en fait, quoi. A laissé faire, elle s'en est amusée. Il n'y a pas eu de stop, en fait, demi. Elle n'a pas arrêté le truc. Moi, même après coup, je me demande même si ça l'a pas valorisé ou voilà, parce qu'elle était quand même très tordue. Ça s'est pas arrêté. Quand ce genre de choses arrive, en fait, pour un enfant, et encore une fois, j'insiste, c'est normal, mais il faut cadrer, en fait. Il faut mettre un stop, il faut dire, non, en fait, c'est pas possible, il faut expliquer. Voilà, moi, il n'y a pas eu de stop du tout. Un peu plus grand, en fait, chez moi, il y avait une salle de bain, la salle de bain, il y avait les toilettes à l'intérieur. Et donc, quand j'avais besoin d'aller aux toilettes, et que ma mère était dans le bain, elle me disait, viens, rentre. Donc, j'allais aux toilettes, je la voyais nue dans le bain, et inversement, quand moi, j'étais nu dans le bain, elle rentrait, et elle allait aux toilettes à ce moment-là. Ma mère, je vais pas rentrer dans les détails, mais ma mère avait quand même fait des actes de zoophilie avec le chat de la maison, tout ça devant nous en famille. Ça me mettait très mal, je comprenais pas, mais ce que je savais, c'est que ça m'angoissait. Ce qu'il faut savoir, c'est que ma sœur aussi s'amusait à se balader à poil assez régulièrement devant moi, devant tout le monde, par provoque, clairement. Le corps de la femme, et notamment le corps de ma mère et de ma sœur, me répugnait, réellement, ça me répugnait. Ça a eu vraiment un impact considérable sur moi. Enfant, par exemple, quand il y avait des films à la télé, il y avait un tout petit peu de nudité ou des gens qui s'embrassaient, ça me terrorisait à tel point que j'étais obligé de sortir en fait de la pièce parce que ça me mettait extrêmement mal et c'était insupportable pour moi. Et puis dans ma vie d'adulte, en fait, je ne supporte pas le contact physique avec les femmes réellement. Je suis à l'aise avec ma chérie, mais en dehors de ça, je ne supporte pas qu'une femme me touche pour les gens tactiles. Je supporte pas ça. Je ne supporte pas qu'on me fasse la bise. Je ne supporte pas qu'une femme me parle trop près. C'est vraiment extrêmement intrusif et extrêmement anxiogène. Dans ma vie de jeune adulte, ça a eu des conséquences aussi sur ma vie sexuelle parce que pour la faire simple, et là je vais rentrer un tout petit peu dans l'analyse, mais j'ai été complètement objectivé en fait pendant toute mon enfance. Le non pour moi est très très compliqué. Ça va mieux, mais ça a été très compliqué pour moi, mais que ce soit dans les gestes de la vie quotidienne en fait, pas que sur un plan sexuel, parce qu'on m'a jamais demandé mon avis. L'orthophoniste m'a jamais demandé si c'était possible de me faire des massages. Ma mère, ses comportements étaient je me les prenais en pleine gueule et ça m'a même été terrible parce que pendant longtemps je me suis culpabilisé parce que je me disais mais en fait t'aurais dû dire non, t'aurais dû lui dire que ça te faisait peur, machin, truc, alors qu'en fait j'étais un enfant, c'était pas à moi de prendre le drive de tout ça et ça n'aurait même pas dû arriver, mais il y a toujours eu pendant longtemps cette culpabilité de me dire j'aurais dû dire stop en fait, vraiment j'aurais dû dire stop et ça a été très très compliqué pour moi
moi et j'ai encore des séquelles de ça à l'heure actuelle. Il faut savoir que j'ai vraiment pris conscience de ce climat, de ce que c'était en fait, de ce climat incestueux et puis de ces gestes déplacés de la part de mon orthophoniste il y a 1 an, un peu moins, suite au décès de ma mère, quand j'ai commencé à creuser et à en parler, parce que j'en parlais pas. Et on m'a dit, mais non, mais clairement, c'était un climat incestueux, ça n'allait pas du tout en fait. Et puis c'est vrai que ma thérapeute m'avait dit, avant même que je raconte tout ça, vous avez le comportement d'un enfant qui a été abusé en fait, parce que c'était ça, incapable de dire non, incapable de dire ce que je pensais, vraiment, juste, j'étais un bout de chiffon en fait. Ça entraînait aussi, mais ça j'y reviendrai dans un autre podcast, mais des viols à l'âge adulte, avec une autre adulte, enfin avec 2 autres adultes, où voilà, en fait, je n'ai pas pu dire non, j'en avais pas envie, mais j'ai pas pu dire non, et ça a été extrêmement traumatique pour moi, parce que ça a été hyper violent en fait, quoi. Donc j'ai pris sur moi quand c'est arrivé, et j'ai dépassé le truc, mais c'est horrible, parce qu'en fait, j'ai même pas digéré le mal que ça m'avait fait, en fait, vraiment. C'est juste, j'étais un bout de chiffon, et on faisait de moi ce qu'on voulait, quoi. Donc ouais, ça a eu vraiment rien que, enfin, ces gestes-là, sachant qu'il n'y a pas eu de viol, mais ces gestes-là et ce climat dans lequel j'ai grandi ont eu un impact considérable sur ma vie. Ça a été vraiment très très négatif. En dehors de tout ça, à la maison, le climat était hyper insécurisant. Là, j'ai parlé de ma mère, j'ai parlé un peu de mon père. Mon père est quelqu'un qui, je pense, a le même profil que moi, sauf qu'il s'est jamais fait soigner en fait, parce que pour lui, il va très bien, il n'y a pas de remise en question possible. Il est le déni complet de tout ce qui s'est passé et aussi, il faut le dire, dans une forme de connerie, mais dont il est même pas responsable en fait. Par exemple, quand je lui avais expliqué il y a quelques temps que moi j'avais vachement souffert de mes troubles de langage, parce que ça a duré jusqu'à 8 ans quand même, lui m'a répondu, écoute, je voyais pas le problème, moi je trouvais ça mignon, enfin on est quand même dans un degré de connerie qui est quand même assez élevé là. En dehors de ça, mon père, par rapport à ma mère, ne pouvait pas exister, parce que lui, pareil, le même profil, et il a aussi un vécu, comme ma mère a eu un vécu, qui a été compliqué, et la seule façon qu'il avait d'exister et de s'affirmer dans la famille, c'était en hurlant en fait, quoi. Donc il se mettait à péter des câbles, des fois avec raison, des fois sans raison, et donc il se mettait à hurler, à prendre tout ce qu'il y avait sur la table et à tout balancer en fait dans la pièce, à tout casser avec des hurlements. Il était en tension en permanence. Moi je suis quelqu'un qui ressent beaucoup les émotions parce que je suis hypersensible, et donc je ressentais ces émotions. Il était dans un état de tension pas possible. Il y avait des moments très compliqués comme à Noël. Moi j'ai quasiment aucun bon souvenir de Noël, parce que c'était un moment où il était surexcité et ça finissait toujours par péter. Donc il y avait vraiment ce climat de tension en permanence vis-à-vis de lui. Moi il me terrorisait, vraiment il me terrorisait. Je ne supporte pas les cris suite à ça, parce que il y avait ce climat de tension et ces hurlements en permanence en fait qui étaient insupportables pour moi, quoi. Donc j'avais la violence de ma mère quotidienne, j'avais le hurlement de mon père et la tension, donc j'étais en tension en permanence. Puis le truc qui venait s'ajouter à tout ça, c'est que la configuration de la maison était faite que en fait moi donc j'avais ma chambre, il fallait passer par ma chambre pour accéder à la chambre de ma sœur. Il n'y avait pas d'autre solution. Ma sœur était donc épileptique. Généralement, quand elle faisait des crises, c'était en pleine nuit. Moi, voir une crise d'épilepsie, j'en ai vu beaucoup du coup, mais ça m'angoissait énormément. Ça me terrorisait. Et la nuit, en fait, j'ai vraiment clairement, je m'endormais tous les soirs terrorisé à l'idée que ma sœur potentiellement puisse faire une crise. En fait, j'avais aucun moment de répit. La journée, j'étais en tension en permanence. À l'école, ça se passait mal et j'étais en tension. Je rentrais chez moi, ça se passait mal, et au moment de dormir, ça se passait mal. J'étais en tension continuellement. Quand j'étais le week-end avec ma famille et ma sœur, j'étais tout le temps, toute la tension était tournée sur elle, en fait, et la vie de la famille tournait autour de ma sœur, et j'étais en hypervigilance en permanence, en guettant le moindre signe qui allait m'indiquer qu'elle allait faire une crise d'épilepsie ou qu'elle allait faire n'importe quoi. En plus, ma sœur est quelqu'un, comme je disais, de très manipulatrice. Quand elle avait pas envie de faire quelque chose, on va dire elle simulait des crises. Ça lui arrivait de simuler des crises, donc on était plus proche de la crise hystérique qu'autre chose dans ces cas-là. Elle savait très bien, elle se mettait à avoir les yeux qui tournaient dans tous les sens, à déglutir. Donc voilà, il y avait vraiment une tension en permanence, vraiment tout le temps. J'avais clairement des troubles anxieux généralisés et ça s'arrêtait jamais en fait, quoi. Ça s'arrêtait jamais. Donc tout ceci nous amène vers mes 9 ans, et en fait à 9 ans, en jargon vraiment psy, j'ai décompensé, c'est-à-dire que j'ai complètement vrillé en fait. Moi j'ai commencé à aller très
mal à 9 ans. Un jour, je rentre de l'école et donc ça se passait très mal à l'école aussi. Je vais voir mes parents et je leur dis écoutez, si vous me renvoyez à l'école, je me fous par la fenêtre en fait quoi. Donc moi j'avais déjà planifié le truc, je voulais réellement crever en fait, c'était plus possible quoi. Donc mes parents ont commencé à voir que j'allais pas bien et en fait ce qui est terrible c'est qu'il a fallu que j'attende d'aller mal pour commencer à exister dans cette famille et qu'on s'intéresse à moi. La problématique c'est que mes parents se sont jamais, même pas à l'époque, remis en question par rapport à ça en fait quoi. J'allais mal, c'était ma problématique, eux n'avaient rien à voir avec ça. Donc mais bon, ça a entraîné suite à ça à mes 9 ans une hospitalisation dans un service pédopsychiatrique à la Salpêtrière. J'ai été hospitalisé 1 mois et demi et je suis resté 1 mois et demi à la maison. L'hôpital ça a été un enfer, ça a vraiment été un enfer, ça a été quelque chose vraiment de traumatique pour moi, toujours avec cette problématique d'abandon par rapport à ma mère. Donc j'étais en fait je ne pouvais pas exister sans ma mère et encore moins dans cette période là parce que j'étais en souffrance complète, j'allais super mal. On m'enlevait en fait la seule personne qui m'apportait un tant soit peu d'affection, enfin c'était vraiment ma figure d'attachement. Bon, c'était une figure d'attachement qui était complètement déconnante, mais malgré tout c'était ça. Donc je me suis retrouvé là-bas, ils ont essayé des traitements sur moi, mais j'étais trop petit donc ça ne fonctionnait pas en fait quoi. J'ai été confronté à d'autres enfants aussi, notamment des enfants, je me souviens d'une Lise qui était extrêmement violente et qui pétait tout dans le service et ça me mettait super mal. Après coup je pense que j'avais besoin d'être séparé de force de ce climat familial et c'est pour ça que ça a été fait, mais ça m'a vraiment pas mis bien du tout. Et puis quand je rentrais en permission le week-end, c'est arrivé au bout de 2 semaines, c'était de nouveau la tension. Mon père se mettait à hurler quand je pleurais parce que je pense que je pleurais avant de rentrer parce que je voulais pas y aller en fait quoi. Vraiment ça me mettait super mal et ça m'angoissait énormément et donc mon père, je pense que ça l'affectait. Au lieu d'être dans l'échange, il me gueulait dessus en fait quoi. Je me souviens vraiment de ces scènes où je pleure sur le lit avec mon père qui hurle à côté. Enfin ça a été un cauchemar. Ça a été un cauchemar. Et donc je suis sorti de cette hospitalisation et je pense que mon enfance s'est terminée définitivement à ce moment-là en fait. J'étais plus enfant. Ça avait déjà commencé, j'ai très vite compris que j'étais confronté à des problématiques qui n'étaient pas de mon âge. Très jeune, j'ai souhaité être dans une autre famille. C'est vrai que j'allais de temps en temps chez mes grands-parents paternels, je m'entendais extrêmement bien avec ma grand-mère et c'était c'était le seul endroit où je me sentais bien en fait, apaisé et où je pouvais lâcher en fait. Donc j'y allais pendant les vacances et c'était vraiment le seul moment de répit pour moi. Et je me souviens d'une fois où je suis rentré de chez mes grands-parents et j'en ai pleuré en fait. Quand je suis arrivé chez moi, j'en ai pleuré. Ma mère m'avait engueulé d'ailleurs, mais tellement j'étais mal en fait. C'était insupportable pour moi. Le climat de la maison était vraiment affreux. Voilà, ça résume à peu près ce que j'ai vécu et je marque donc la fin de cette hospitalisation avec la fin de mon enfance, vraiment. Dans la deuxième partie, on parlera de tout ce qui s'est passé après, donc l'adolescence, ça a été les prémices de ce que j'allais devenir adulte aussi. Vraiment, j'insiste, j'ai pas trop analysé ça, tout ce que je viens de dire, parce que je voulais que ce soit le plus concret et puis voilà, un truc un peu narratif pour vous expliquer un petit peu dans quel milieu j'ai grandi. C'était important. Je ferai la même chose pour l'adolescence. J'ai conscience que des gens ont vécu des choses bien pires que moi, avec des histoires bien plus difficiles que moi, mais c'était important pour moi quand même de raconter ça et de vous expliquer comment ça m'avait structuré. Je pense que ça peut servir à n'importe qui, quelle que soit la problématique, comprendre un petit peu les mécanismes qu'on a mis en place par la suite. Donc je vous remercie de m'avoir écouté. J'espère que ça n'a pas été trop dur à entendre quand même. J'espère que ça vous a pas renvoyé à trop de trucs remuants et tout. C'était important pour moi de le faire. Je vous rappelle que j'ai toujours mon site 3615 My Life, enfin mon compte Insta si vous voulez faire un petit tour où je raconte toujours des moments de ma vie actuelle. Donc ça peut faire vraiment le lien et ça peut mieux aussi vous aider à comprendre tout ce que je raconte actuellement et ce par quoi je passe. N'hésitez pas à vous abonner à ce podcast. C'est important, surtout pour la suite, de bien écouter les épisodes chronologiquement parce que pour comprendre, c'est important. Je le répéterai à chaque fois, mais il faut le faire par ordre. Pas écouter un podcast par-ci par-là parce que sinon vous n'allez pas forcément comprendre. Voilà. Sur ce, je vous souhaite une belle journée. Prenez bien soin de vous et puis je vous dis à très vite pour le prochain épisode de 3615 My Life. Ciao!